Alors, je vais faire une introduction un peu rapide à la présentation de Pierre. En fait, on s'est rencontrés il y a 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Et on a travaillé ensemble sur un projet qu'on va vous présenter dans lequel justement il y a du JS et de l'IoT. Donc moi, pour me présenter rapidement, donc je suis Nicolas Lopez, pour ceux qui ne me connaissent pas, enfin surtout les JS. Donc je suis CTO et cofondateur de IoT Maker. Avant, j'avais un profil très robotique. J'ai fait de la robotique pendant 5 ans, même 6 ans. Et après, j'ai basculé dans l'IoT. Et c'est un peu le projet qui m'a fait basculer vers ce côté-là. En fait, ce qu'on devait faire, donc on était dans une société qui faisait de la signalétique pour les centres commerciaux, pour les devantures de magasins, ce genre de choses. Et l'idée, c'était de créer un objet, de créer une gamme d'objets qui soit capable de rendre plus dynamique et plus flexible la signalétique dans les centres commerciaux notamment, en faisant un gros focus sur simple utilisation, parce que ça va être utilisé par des gens qui ne savaient pas forcément utiliser de l'électronique, que ce soit simple à maintenir et puis simple à produire, parce que de la même manière, en fait, c'était une boîte qui faisait essentiellement de la mécanique, parce que les enseignes c'est du plastique, c'est du métal. Mais là, du coup, on a mis une composante électronique qu'ils ne maîtrisaient pas du tout. Donc il fallait faire un gros focus sur à la fois facile à maintenir et facile à produire. Donc on a abouti sur ces concepts-là. Donc ça, c'est un panneau suspendu avec des LED. Donc on vient installer dans un plafond de centre commercial. Et donc c'est suspendu. Et les messages sont dynamiques et on peut les changer. Et dans cette gamme-là, on a aussi pensé à de la girouette dynamique, où en fait, les girouettes peuvent tourner sur elles-mêmes en même temps que changer le message qui est affiché. Et en fait, du coup, dans notre gamme, on avait, à partir d'une même architecture, ces 3 produits. Donc on avait à la fois le suspendu une face, donc là on n'a qu'un seul panneau LED sur la face de devant. On a du suspendu 2 faces, parce que des fois dans des couloirs ça peut être intéressant. Et une girouette. Une girouette, c'est juste un assemblage de flèches. Et en fait, une flèche, c'est un panneau 2 faces, plus un moteur. Donc on avait ça, on avait notre control board avec un SOC et un module Wi-Fi qui nous permettait de communiquer sur un réseau Wi-Fi, qui contrôlait soit 5, soit 10 panneaux LED, et éventuellement un modeur si nécessaire. Et le slip-ring, le slip-ring c'est un module mécanique qui permet de faire monter du courant en continu sur un système qui tourne. Donc du coup ça nous permettait d'avoir du courant et de pouvoir faire tourner la girouette à 360 degrés sans avoir de problème. Donc voilà ce que ça a donné. Donc ça c'est les modules d'alimentation qu'on a utilisés, les panneaux LED. Donc ça c'est des panneaux LED standards qu'on peut acheter en Chine. Au niveau connectivité, on utilisait une passerelle 3G Wi-Fi qu'on a là. Ça coûte 20 €. On intègre ça dans un plafond et on ne s'occupe pas de ça, quoi. On a juste à se connecter dessus et c'est réglé. En général, les versions commerciales comme ça, on peut faire jusqu'à 10 connexions. Et 10 connexions sur un permis de son commercial, c'est largement assez. Et donc du coup, là c'était les protos de suspendu une face et puis une girouette avec 2 flèches. Donc là il y en a 2, mais en fait on pouvait monter, je crois que c'était jusqu'à 5 niveau puissance. Donc voilà, je le disais, donc en fait on a nos suspendus qui vont se connecter à une passerelle. On a éventuellement toutes les flèches qui sont reliées à nos girouettes mécaniquement qui vont se connecter sur la même passerelle. Et à partir de là, ça va être balancé dans le cloud. Et elle pourra communiquer avec l'architecture. Et du coup, je vais laisser Pierre parler. Je vais récupérer un micro. Donc moi, le code embarqué dans tous les modules, en fait, dans tous les objets. Aujourd'hui, je travaille aussi du coup dans une entreprise qui fait du bâtiment connecté. Donc sur une plateforme qui s'appelle Niagara. Donc là maintenant c'est du Java, donc je suis plus en JS, mais bon j'ai encore un assez gros background en JS. Voilà. Donc je vais commencer par rappeler un peu les contraintes de l'IoT. Donc en fait, la première c'est que là on était vraiment sur un environnement un peu industriel, donc les objets devaient être industrialisés et produits en grande quantité. Donc en fait là il faut vraiment penser dès le départ un peu au cycle de vie et pouvoir gérer, pouvoir prédire un peu comment l'objet allait fonctionner. On avait aussi du coup des problèmes de sécurité. Forcément, là on n'y pense pas forcément quand on fait un prototype, mais sur un projet grandeur nature, en fait, nous par exemple on ne pouvait pas se permettre qu'un hacker vienne et change ce qui était affiché sur l'écran. Ça, on aurait pu avoir des dérives un peu très intéressantes. Donc du coup on avait aussi un gros aspect dès le départ de sécurité. Il fallait qu'il soit connecté en permanence.
Donc en fait, il faut qu'il puisse répondre instantanément. L'idée voilà, d'avoir un objet connecté, c'est que les communications entre le serveur et l'objet du coup soient immédiates et que la réactivité soit la plus efficace possible avec le moins de latence. Donc ça reste voilà, un des gros objectifs des objets connectés. Et derrière, en fait, voilà, même chose sur un projet, sur un produit qui va être industrialisé, on ne peut pas avoir un empilement de shields ou de choses comme ça au niveau de l'électronique. Donc on est sur un environnement qui est beaucoup plus petit. L'hardware est restreint, donc en fait on travaille sur des SoC directement. Donc voilà, ça va être l'équivalent d'un mini ordinateur embarqué, mais on ne pourra pas non plus faire tout ce qu'on veut. Donc voilà un peu les contraintes qu'on a dès le départ. Et donc la grande question, voilà, c'est comment faire ça avec du JS. Donc voilà, donc là, il faut savoir quand même que pour faire du JS, même si on est sur un objet embarqué, on ne pourra pas le faire sur un très petit objet, genre l'Arduino ne va pas supporter le JS. Donc en fait, on est déjà quand même sur une architecture un peu plus grosse. On ne va pas seulement faire juste un capteur de température, ça n'a pas d'intérêt. Mais bon, mais quand même. Du coup, nous, comment on a fait pour pouvoir gérer en fait, par exemple, ces écrans de LED. Donc il fallait savoir que dans les écrans de LED, il y avait en fait juste une face, c'était 20 000 LED. Donc en fait 20 000 LED fois le taux de rafraîchissement et la profondeur des pixels, ça fait un peu plus de 3 millions d'opérations par seconde. Et donc là, rien que l'architecture de base, elle avait déjà un peu de mal à faire ça. Donc on a essayé quand même un petit peu dès le départ à le faire en JS, et là c'était juste impossible. Voilà, on ne pouvait même pas afficher une image correctement, c'était impossible, on avait trop de latence. Et donc on est parti justement à essayer de trouver une librairie en C. Donc on a trouvé une librairie en C qui permettait de gérer ces panneaux de LED, et après toute l'idée c'était quand même de garder l'intérêt du JS en fait pour simplifier le développement autour, mais d'utiliser les performances du C. Donc pour ça, on a utilisé du coup forcément Node.js, et comme Node.js tourne en fait sur la V8 de Google, donc c'est le runtime qui permet d'exécuter le JavaScript, qui est lui-même en fait codé en C. Du coup en fait on peut directement s'interfacer avec la V8 à travers son API. Donc là c'est un des avantages en fait, c'est qu'on peut faire du JS, en fait on peut faire depuis une interface en JS, on peut faire tourner du C. Donc on a l'avantage d'avoir la performance du C et la flexibilité en fait du JS pour tout ce qui est asynchrone. Donc voilà, donc là on peut directement s'interfacer avec l'API de la V8, mais donc le problème c'est qu'en fonction de chaque version de Node, l'API de la V8 va changer puisqu'ils utilisent une version différente. Donc comme c'est pas stable, des développeurs ont choisi de créer NAN, donc Native Abstraction for Node, qui permet justement d'apporter une stabilité dans l'API. Et dernièrement, pour la dernière version, la V8, depuis la V8 en fait, Node a introduit la NAPI, donc qui permet justement, au même titre que NAN, permet en fait d'abstraire l'API de la V8 et d'apporter une stabilité. Donc maintenant, c'est vraiment ce que je vais conseiller d'utiliser, mais nous, à l'époque, en fait, on avait utilisé NAN, qui nous permettait, qui apportait vraiment cette stabilité. Voilà. Et donc du coup, là, on avait réussi enfin à afficher correctement, en fait, de façon très efficace, en fait, afficher du contenu, même du contenu vidéo. Et donc on pouvait monter justement jusqu'à plus de... Donc là, fallait imaginer que sur chaque panneau, il y avait 5 écrans, et on pouvait monter jusqu'à une quinzaine d'écrans facilement. Donc voilà, on avait déjà repoussé un peu les limites, et on pouvait faire des objets déjà beaucoup plus gros et augmenter du coup la capacité depuis le même hardware. Voilà. Juste en descendant du coup d'une couche, donc là, ça veut dire qu'il faut quand même travailler sur du C, mais bon. Ça, je pense que c'est possible, souvent on peut trouver des librairies qui sont bien faites. Maintenant l'autre problème c'est qu'en fait on arrive à faire ça, mais on avait... Pardon, je me suis perdu. Du coup voilà, donc maintenant en fait une fois qu'on a réussi à s'interfacer avec le bas niveau, en fait on peut aussi du coup s'interfacer directement avec les équipements périphériques, donc de type moteur, voilà, comme on a vu en fait les capteurs, toutes sortes de capteurs. On n'est pas obligé de passer par une Arduino, passer par un sensor shield ou peu importe. En fait, on peut directement s'interfacer depuis un Linux. Et donc là, voilà, l'idée aussi reste quand même de toujours... il y a une grosse communauté autour du JS, et notamment autour de Raspbian, en fait, avec la Raspberry Pi. Nous, on avait une architecture qui tournait aussi autour de Raspbian. Et donc, en fait, on avait la possibilité de prendre directement des librairies qui tournaient sur Raspbian pour les interfacer avec notre projet. Donc là, c'était aussi très simple. Et donc ce qu'on avait fait du coup, c'est que pour l'I2C, on avait choisi une librairie pour gérer le moteur. Donc la même chose, directement branché sur notre carte, pas besoin d'avoir des connecteurs en plus et du coup d'avoir un problème, on va dire, de stabilité dans le temps. Donc ça nous permettait de contrôler en fait ce moteur qui est un moteur de niveau industriel et qui permettait justement de faire tourner donc, les girouettes qui avaient quand même une certaine inertie et qui étaient assez lourdes. Donc ça en fait c'est un gros servomoteur comme ce qu'on peut trouver comme ce qu'il y a sur la tourelle en fait, du robot de Hervé.
Et derrière, du coup, voilà, même chose, nos écrans de LED, en fait, ils étaient contrôlés directement depuis les entrées et sorties disponibles sur la carte. Donc la même chose, pas besoin de s'interfacer à un autre équipement et de le contrôler avec une énième interface. En fait, on contrôlait directement les entrées-sorties de notre carte électronique et on pouvait contrôler nos panneaux de LED. Donc tout ça, en fait, avait l'avantage, dès qu'on a accès en fait, au bas niveau, en fait, on peut faire très efficacement toutes ces choses qui sont en général dédiées un peu au monde du microcontrôleur. Voilà, maintenant, on avait du coup l'autre partie du problème, donc on arrivait à contrôler de façon optimum un peu le bas niveau, mais dès qu'on se connectait à un serveur pour connecter l'objet, l'écran clignotait. Parce que le simple fait de réaliser une connexion en HTTP, ça prenait trop de ressources, et donc en fait, on ne pouvait plus maintenir le taux de rafraîchissement et les écrans clignotaient en noir. Donc là, on avait un problème. Donc après, je voulais faire une petite aparté aussi sur Sigfox et LoRa, donc on en entend beaucoup parler pour les objets connectés. Donc c'est bien, mais du coup il y a deux aspects. Donc, Sigfox et LoRa sont des protocoles très basse consommation pour de la très longue portée. Donc du coup ici, si on fait tourner un objet qui est capable d'exécuter du JS, en fait on est déjà quand même sur un objet qui va tourner en permanence, qui va consommer pas mal de ressources. Et donc en fait l'intérêt de LoRa ou de Sigfox, il est vraiment juste pour la très longue portée. Mais il faut voir après du coup si c'est pas plus intéressant d'utiliser de la 3G pour faire ce genre de choses. Donc Sigfox et LoRa, donc ça on avait directement écarté quand même. Après nos tests, on les avait réalisés les premiers sur une API HTTP REST. Donc là on avait les problèmes de clignotement. Donc aller jusqu'à la couche HTTP, c'était trop élevé. Notre système ne pouvait pas le supporter. Donc on a décidé ensuite d'essayer de travailler sur des WebSockets. Donc en fait pour utiliser justement la partie de la connexion permanente, pour avoir justement seulement la surcharge en fait due à la première connexion en fait qui soit pas répétée. Donc ça nous permettait, on avait une petite amélioration, mais c'était pas encore suffisant. Dès qu'on envoyait la donnée, on n'arrivait quand même pas on avait toujours des clignotements. Et donc derrière, en fait, on a essayé de trouver des protocoles beaucoup plus bas niveau. Donc en fait, dans les couches IP, donc on a d'abord IP, après on va avoir du TCP et après de l'HTTP. Donc nous, on est redescendu au niveau de la couche TCP. Donc avec Node, on avait déjà pu faire directement des tests, donc en utilisant les modules de Node en fait directement intégrés. On avait fait des tests de communication en TCP. Là, du coup, pas de problème, en fait. On voyait qu'il y avait quasiment plus de clignotement et c'était imperceptible, en fait. Et donc, on a cherché des protocoles propres aux objets connectés et qui pouvaient fonctionner sur du TCP directement. Donc là, on est tombé sur MQTT. Donc MQTT, en fait, c'est un protocole qui permet de faire un protocole de type publish-subscribe. Donc en fait, on s'abonne à un topic et après, il y a un système de broker qui permet de retransmettre les données à toutes les personnes qui se sont abonnées. Donc un objet va publier sur un topic et une gamme d'autres objets où un serveur va écouter ce topic et va récupérer les données. Donc ça nous permettait en fait de faire un peu de M2M, donc les objets pouvaient commencer à communiquer entre eux, et en même temps du coup comme on était sur TCP, en fait on n'avait plus ce problème de clignotement, donc ça répondait un peu à tous nos problèmes. Et ça nous donnait une opportunité par la suite. Et donc il fallait qu'on trouve aussi du coup un broker, donc le broker c'est celui qui gère les communications, et là même chose en fait on a trouvé Mosca qui est un projet qui est très bien suivi en JS. Et donc en fait, on avait du coup à peu près la même communauté entre MQTT-JS et Mosca. Les deux communautés sont un peu identiques et travaillent ensemble. Et du coup, ça nous permettait d'avoir une stabilité dans le temps. Le projet encore, donc là, ça fait 3 ans qu'on a réalisé ça et le projet est encore largement soutenu. Et il est même apparemment poussé par Eclipse. Voilà, donc ça reste des projets qui sont assez intéressants et donc en fait, on voyait qu'il y avait une volonté d'avenir, qu'il allait durer dans le temps. Donc voilà. Donc là, on est parti du coup sur cette architecture qui nous permettait de résoudre un peu tous nos problèmes. Et donc si on revient sur le petit schéma de tout à l'heure, en fait, donc on a tous nos équipements qui communiquent en fait du coup à travers la passerelle au cloud. Et donc dans le cloud, on avait du coup donc Mosca, le broker, qui nous permettait de gérer les communications à MQTT. Un script en Node en fait du coup qui allait orchestrer du coup toute la partie d'autorisation, les contrôles d'accès, et qui allait accéder du coup à une base de données MongoDB pour stocker les données. MongoDB en fait avait le double avantage, c'est que c'est lui qui permet d'avoir le mécanisme de publish-subscribe. Mosca fait qu'une interface entre les deux et permet après du coup de stocker les données, donc d'identification des objets et après des données qui vont transiter, donc tous les logs et les commandes. Et derrière du coup, comme on ne peut pas proposer à un client une interface en MQTT, on avait fait tourner du coup un serveur express qui permettait de récupérer du coup les données de MongoDB pour de l'archivage. Et sinon, en fait, permettait aussi d'envoyer des commandes directement à l'objet, de retransmettre des commandes. Voilà. Et tout ça après, derrière, en fait, à Nginx pour contrôler l'accès aux données et avoir un peu toute l'idée de load balancing.
Voilà. Et donc du coup, donc là on avait un peu, donc on avait réussi sur une petite architecture, quelque chose d'assez, enfin voilà, d'assez restreint. On avait réussi à communiquer. Le MQTT d'ailleurs, je l'ai pas signalé, mais en fait c'est un protocole qui est connecté en permanence. Donc en fait, comme du WebSocket, on va être connecté en permanence et l'objet va pouvoir recevoir des ordres comme le serveur, quand le serveur le voudra. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément des requêtes au préalable. Et derrière, maintenant, on avait la problématique en fait de la sécurité. Donc la sécurité, en fait, voilà, il y a 3 niveaux. Donc il y a l'authentification de l'objet et du serveur. Il y a aussi du coup la partie d'autorisation. Donc un objet ne va pas pouvoir accéder aux mêmes ressources que la personne qui va utiliser l'API. Et d'autres, entre plusieurs objets, ils ne vont pas forcément avoir accès aux mêmes ressources. Donc on a toute cette partie-là aussi de sécurité. Et la dernière partie, donc en fait, c'est la non-répudiation et l'intégrité des données. Donc en fait, faire en sorte que les données ne puissent pas être modifiées sur leur chemin durant le transport et au moment du stockage. Donc pour le transport, en fait, du coup, voilà, TLS, en fait, ça semblait être le choix le plus opportun. TLS, c'est la dernière version de SSL et donc en fait, c'est ce qui fait le HTTPS. C'est clairement aujourd'hui le protocole, un des protocoles les plus sûrs au niveau de la sécurité et qui est directement supporté par Node. Donc en fait, directement avec tous les packages de Node, en fait, on peut faire du TLS, puisque de base, il supporte ce protocole. Donc comment fonctionne en fait TLS? C'est du chiffrement asymétrique. En fait, le serveur va posséder une clé privée, l'objet une clé publique, va pouvoir communiquer avec la clé publique du serveur. Et donc en fait, au départ, voilà, l'objet, donc là on imagine que l'objet en fait c'est le petit PC. L'objet va requêter le serveur qui va lui répondre avec un certificat qui possède du coup sa clé publique. Il va pouvoir vérifier la signature du certificat pour être sûr que ce qui parle bien au bon serveur. Et après derrière en fait dans une partie de l'échange, ils vont échanger une clé symétrique. Donc en fait ils vont recalculer une clé symétrique qui est du coup beaucoup plus efficace pour communiquer par la suite. Donc en fait l'avantage de TLS et de l'utilisation de clés asymétriques, c'est qu'on peut vérifier du coup l'identité du serveur. Mais aussi du coup qu'en fait les clés sont toujours, on ne divulgue jamais les clés. C'est-à-dire que l'objet ne va pas avoir une copie de la clé qui est dans le serveur, ce seront 2 clés différentes. Et derrière en fait, voilà, le fait qu'à chaque reconnexion, on utilise une clé aussi, on recalcule des clés et des nouvelles clés symétriques fait qu'on ne peut pas avoir le mécanisme en fait, où on écoute le réseau et on renvoie les mêmes commandes pour essayer de modifier le comportement de l'appareil. Là comme les clés vont changer, on ne peut pas écouter le réseau puisqu'on ne peut pas se fier juste à cette écoute. Donc ça apporte en fait tout l'avantage du chiffrement et l'overhead en fait sur un mode connecté du coup est très faible parce que du coup l'échange de clés qui est au départ, l'handshake, il se fait que à la première connexion et ensuite on reste sur des clés symétriques. Donc on a l'avantage d'un chiffrement symétrique et quand on est en mode connecté, on a l'avantage du coup des chiffres du chiffrement symétrique comme AES. Donc il y a un peu moins de charge, un peu moins compliqué à calculer. Voilà, donc ça c'est la partie l'handshake unique qui nous permet d'améliorer les performances. Et derrière, en fait, il y a la partie où on peut identifier un serveur. Donc, comme on fait quand on va sur un site en HTTP, on a la petite coche verte comme quoi le serveur est vérifié. On communique bien, par exemple, avec PayPal. Mais derrière, en fait, on peut avoir le même principe, c'est-à-dire que le serveur va pouvoir aussi vérifier l'objet. L'objet peut posséder un certificat. Ce certificat-là, en fait, au moment de la connexion, donc dans le handshake, le serveur va aussi vérifier ce certificat. Il va pouvoir dire, ok, en fait, je communique vraiment avec un objet qui a été créé dans mon service, que je connais. Et donc en fait, on a la double vérification. Donc avec TLS, on résout le problème en fait d'intégrité des données, d'authentification et une partie d'autorisation du coup, parce qu'on peut un peu clusteriser les choses. Voilà, donc là, avec TLS, en fait, reste à mon avis un très bon choix même pour de l'objet connecté, vu que là on est sur du JS et donc on a quand même pas mal de performance. Donc c'est quelque chose à utiliser et qui reste dans Node assez simple à implémenter. Voilà, donc maintenant, là on a répondu déjà à 3 de nos problématiques. Donc c'était d'être petit, robuste, d'être connecté en permanence et d'être sécurisé. Et par contre du coup on a la problématique des grandes quantités. Donc là on parlait pas de centaines d'objets mais plutôt de milliers ou dizaines de milliers. Donc là il y a vraiment, on va dire qu'en fait il faut dès le départ en fait mettre en place des bonnes pratiques. Donc un des points critiques par exemple dans l'industrialisation, ça va être le démarrage de l'objet, le premier démarrage. Parce qu'en fait, au premier démarrage de l'objet, il sort d'usine, il est vierge, il faut qu'il puisse mettre à jour automatiquement son logiciel, mais il faut aussi qu'il s'authentifie auprès du serveur.
Donc en fait, c'est la première faille de sécurité, on va dire, parce que l'objet est encore vierge, il ne sait pas avec qui il va discuter, donc il n'a aucune information sur le niveau de la sécurité. Donc en fait, il y a une partie d'identification auprès du serveur. Donc il faut là, nous ce qu'on avait décidé de mettre en place, en fait, c'était de dire que à la sortie d'usine, il y avait une salle réservée avec une connexion Wi-Fi et en direct vers un serveur qui permettait d'échanger les clés. Donc dès que l'objet se connectait au Wi-Fi, il allait récupérer des clés directement sur un serveur connu. Et donc là, il s'identifiait, il recevait en retour du coup le certificat d'autorité qui permet de s'identifier auprès du serveur, et il recevait du coup aussi sa clé qui permettait de l'identifier de manière unique. Et derrière, il mettait à jour automatiquement son software pour qu'il soit à la dernière version. Comme ça, il n'y avait pas de problème de sécurité, enfin tous les patchs pouvaient être supportés immédiatement dès la sortie d'usine. Après, derrière, deuxième chose, c'est qu'en fait, si on commence à déployer des milliers d'objets, il faut aussi penser à la maintenance. Parce que il y a toute une équipe de maintenance qui va tourner derrière, ils ne peuvent pas se permettre d'aller sur site tous les 2 jours pour rebooter un appareil. Donc là, il faut aussi prévoir en fait des retours d'informations assez fréquemment. Il faut permettre d'avoir des logs tout le temps. Donc nous, avec MQTT, c'était simple, on avait un topic par objet pour renvoyer les logs de l'objet. Donc en permanence, on avait l'information. En plus, comme c'était un mode connecté, dès qu'il se déconnectait, on était au courant de la déconnexion. Donc en fait, on pouvait savoir immédiatement le taux d'utilisation, le nombre de pertes de communication et même des fois pour la raison. Donc ça c'était, il y a ça. Et puis dernière chose, c'est qu'en fait du coup sur notre objet, on a une partie OS et donc en fait l'OS c'est un Linux et une partie applicatif. Donc en fait il y a 2 niveaux du coup de failles. Il y a la partie où l'applicatif va planter et la partie où l'OS va planter. Donc il faut penser toujours à permettre la connexion à l'applicatif et permettre la connexion par exemple en SSH à la plateforme en fait, à l'OS. Donc voilà, donc ça c'est aussi des choses en fait à penser. Et derrière, comme ce qu'on voit sur les serveurs, comme l'applicatif peut planter, si jamais il plante, la première des choses c'est de le redémarrer immédiatement pour qu'il puisse repartir. Donc là on a des solutions comme PM2 qui permettent justement dès que l'application est tuée, de la redémarrer automatiquement et de repartir sur quelque chose de neuf. Donc tout ça c'est des choses qu'il faut penser dès le départ. Voilà. Et du coup, voilà. Dernière chose aussi par rapport à ça, c'est que même chose, si jamais on est sur des connexions par milliers d'objets, on a le même problème quand on va se connecter à un site. On est des millions à se connecter à un même site. Physiquement, c'est pas possible, donc en fait, il faut penser au clustering, à pouvoir en fait scaler tout le système horizontalement. Et donc là, avec nous, de notre côté, on avait fait ça avec Nginx. Donc Nginx permettait de faire du load balancing sur l'interface entrante, en fait, en HTTP, sur l'API. Mais derrière, il fallait aussi du coup pouvoir le faire quand même au niveau des objets, parce que même chose, si jamais on a une dizaine de milliers d'objets connectés en permanence, ça représente aussi une charge assez importante, et donc il faut pouvoir prévoir toutes ces choses-là. Donc tout ça, quand on va commencer vraiment à faire des objets de niveau industriel, en fait, c'est des questions qu'il faut se poser immédiatement, parce que quand on fait du développement sur un seul prototype, ça pose pas de problème, parce que on n'a pas trop de connexion. Mais dès qu'on va aller au-dessus, là, il faut commencer vraiment à y réfléchir. Voilà. Et donc du coup, est-ce qu'un objet en JS c'est possible? Oui. Je vous ai dit qu'il fallait. Nous on a dû développer un peu, mais en fait, ça dépendra vraiment des besoins. Si jamais vous avez un besoin d'applicatif où il n'y a pas forcément des ressources très limitées, donc si jamais on tourne sur un Raspberry Pi pour écouter de la musique, on peut très bien le faire, il n'y a pas besoin de faire du C. Par contre, ça peut devenir très intéressant, et ce qui est intéressant avec JS, du coup, c'est qu'on peut faire le lien entre les deux très rapidement. À titre d'exemple, moi ça m'avait mis une semaine pour passer de la librairie en C vers l'interface, le module en Node.js. Du coup, en une semaine, j'avais pu intégrer directement la librairie en C que j'avais trouvée. Donc ça va quand même assez vite. Et après, on va pouvoir du coup profiter de toute la partie asynchrone, donc la gestion des threads et toute la gestion de l'asynchrone est déjà gérée par le JS. On a une rapidité de développement qui est quand même beaucoup plus intéressante. On peut prototyper très rapidement, on peut améliorer les versions très rapidement avec le JS. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a une si grosse communauté qui tourne autour du web qu'en fait, on peut profiter justement de cette communauté et apporter des fonctionnalités du service en fait vraiment dans l'objet. Là où en C, on serait beaucoup plus à apporter, essayer d'apporter des concepts de base. Voilà. Et par contre, du coup, la problématique d'avoir aussi un objet en JS, c'est que du coup, on n'est plus forcément par contre vraiment dans l'objet connecté en lui-même. C'est-à-dire que c'est pas l'objet, le paradigme des objets connectés, c'est vraiment un objet qui est très petit, qui consomme le moins et qui est autonome. Là, sur 2JS, en fait, on va consommer tout de suite beaucoup plus, on va avoir besoin de beaucoup plus de performance, donc on va être beaucoup moins dans l'objet connecté, mais plutôt
dans de l'applicatif, on va dire un peu connecté, c'est quelque chose de beaucoup plus gros. Et derrière, voilà, donc en fait, c'est aussi tout ça, c'est toute la partie, donc en fait, la surcharge qui est nécessaire pour faire tourner le JS, qui du coup nous oblige à utiliser des systèmes qui sont plus importants. Voilà, donc là, travailler sur des SOC en électronique. Voilà. Bah écoutez, merci, moi j'ai fini ma présentation. Mais si vous avez des questions, je sais pas si... Oui. Une question un peu sur la sécurité. Oui. La première, c'est vous qui gériez l'autorité de certification en interne? En fait, on gérait du coup... ouais, en fait, tout était géré. Donc, il y avait une partie qui était faite par Let's Encrypt, donc Certbot, qui permet de certifier gratuitement certifier gratuitement un service. Donc là, c'était pour certifier les serveurs. Et derrière, après, l'objet, en fait, c'est oui, on gérait nous-mêmes les certificats d'autorité. Donc, c'est-à-dire que les certificats d'autorité pour identifier les objets, c'était nous qui le faisions. Donc, en fait, c'était dans le serveur, en fait, il y avait vraiment une partie qui était dédiée à ça. Et donc, à la première connexion de l'objet, directement, il allait s'identifier, on générait un certificat pour l'objet, on lui envoyait et après, il communiquait avec celui-là. Donc, c'est comme ça qu'on pouvait identifier l'objet voilà, d'une manière unique et de manière totalement sécurisée. La question suivante, c'est quel était votre scénario en cas d'intrusion? Vous piquez votre clé privée côté serveur? Là, du coup, c'était... ouais. Sur le côté serveur, côté serveur, du coup, ça veut dire qu'il faut révoquer toutes les clés, puisqu'en fait, du coup, il y a une faille sur l'ensemble. Donc là, il faut révoquer toutes les clés qui sont existantes. Du coup, on a forcément une perte de communication de tous les objets, et là, il faut repartir sur tous les objets au niveau de leur plateforme, donc en SSH pour refournir des clés. Donc là, pour le coup, on n'avait pas encore pensé à ce scénario-là, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas d'automatisation à ce niveau. Voilà. Mais derrière, après, par contre, c'est faisable à la main. Voilà. Je sais pas si... Oui. Entre les panneaux donc, du coup, qui tournent, Oui. ceux qui sont pendants et la plateforme de communication en 3G pour le cloud, Oui. ils sont connectés du coup comment les objets physiques à cette plateforme-là? C'est en Wi-Fi. C'est en Wi-Fi, donc Voilà. ça veut dire qu'on a un Raspberry ou un module Wi-Fi par panneau? Il y a des... Non, juste... Bah, alors, en fait, oui, dans chaque panneau, en fait, il y a une connexion Wi-Fi. En fait, on a un module qui permet de faire la connexion Wi-Fi. Et derrière, il y avait une passerelle Wi-Fi 3G ou 4G qui permettait de faire les connexions. Parce que du coup, dans un centre commercial, la contrainte, c'est qu'on ne peut pas se greffer sur leur réseau en interne. Donc du coup, il faut apporter un nouveau réseau. Donc là, l'idée, c'est en fait d'apporter du coup un réseau Wi-Fi à l'intérieur du centre commercial, totalement indépendant. Donc soit en 3G, soit après avec une connexion en fibre, mais peu importe. En fait, du coup, après, on avait juste des points Wi-Fi comme on peut avoir ici, en fait, comme un Wi-Fi personnel. Mais pour... Du coup, cette bande qui communique du coup vers l'extérieur, c'est une bande qui communique en GSM, enfin en 3G, Oui. etc. Mais du coup, vous appuyez sur quel service pour style, c'est quoi votre fournisseur d'accès en fait Là, c'était Nico, je sais pas si... Est-ce que c'était un truc que... C'est un service standard du pas chez Orange, chez SFR, ils ont des services pour les pros. Et exactement, exactement. Ouais. Tu as une carte SIM et après l'objet se connecte en Wi-Fi et la carte SIM. Au niveau du prix, ça peut coûter combien un service comme ça, un service pro Alors c'est un peu différent, enfin les services sont un peu différents par rapport aux particuliers. Tu vas pas payer sur la base de ta consommation. Enfin tu vas payer sur la base de ta consommation globale et pas sur la base de la consommation d'un certain nombre de cartes SIM. Ils te fournissent par exemple 1000 SIM et sur les 1000 SIM tu as 300 gigas par exemple. Et donc du coup quand tu consommes tes 300 gigas et tu payes le forfait sur la globalité. Ouais. J'ai une question par rapport à la sortie d'usine du coup des matériels. Vous les amenez dans une salle et ça se connecte au Wi-Fi directement. C'est quoi? C'est un bouton? C'est une manip? C'est aucune manip en fait. Tu le branches. Ouais. Quand tu le branches, ça... En fait, voilà, il faut qu'il y ait le moins de manœuvres, en fait, de manutention. Et même dans l'objet, il n'y avait pas prévu de bouton extérieur il n'y avait rien qui était prévu. Donc en fait, c'était... Non, mais en fait, tu le branchais, là, il y avait quand même le temps que ça démarre. Donc en fait, comme tu as un Linux derrière, il mettait 30 secondes à démarrer. Donc en fait, là, par contre, on avait directement sur l'écran, dès le départ, par contre, on gérait directement l'écran. Donc l'écran affichait une image, en fait, le logo de l'entreprise. Il démarrait pendant 30 secondes, et là, après, il s'éteignait. Et si jamais il était vierge, en fait, il commençait à mettre une routine pour expliquer ce qu'il était en train de faire. Donc je suis en train de me connecter au Wi-Fi, j'ai trouvé le Wi-Fi, j'échange mes clés, enfin voilà, toute la procédure, et à la fin, il avait une information comme quoi c'était terminé.
Voilà. Et donc en fait, il y avait, dès le démarrage, il n'y avait rien à faire. En fait, il suffisait juste de brancher l'objet et après, il se connectait tout seul. Et au bout d'un moment, en fait, sur les interfaces du coup l'opérateur, en fait, on voyait apparaître l'objet, en fait, l'objet, et après on pouvait commencer directement à faire des tests si jamais la personne voulait vérifier qu'une image pouvait bien passer, qu'il pouvait communiquer correctement. Après, les objets, c'était pas produit, enfin, le logiciel peut pas produire les 10 000 en 1 heure, hein, donc Oui. ça sort au fur et à mesure de la ligne. Et de toute façon, l'objet doit rester branché un certain temps pour vérifier que les panneaux fonctionnent, qu'il n'y a pas de problème, enfin, il y a tous les process de qualité. Donc de toute façon, il fallait laisser brancher un certain temps. Donc le temps de boot, c'était pas du tout ça, c'est ça qui était limitant. Donc c'était pas genre, par exemple, pour la semaine prochaine, on a une commande de Non. vidéo, Non. Ouais. Du coup, vous avez développé vos propres cartes électroniques, vous êtes parti sur Ouais. l'existant. Enfin, on travaillait sur des sommes, donc on avait un soc sur un module, et après on avait une carte spécifique pour l'objet. D'accord. Et sur et sur vos cartes, du coup, il y avait un OS qui prenait, si j'ai bien compris. Ouais, dans le Dans somme. l'OS, il y avait l'application Exactement. C'est ça. Node V8 API. C'était V6. Du coup, enfin là, on était même sur la V4. Donc en fait, voilà, imagine que en fait sur un SOC, c'est la même chose qu'une Raspberry Pi. C'est le même type d'hardware. Donc en fait, tu peux faire tourner un Linux. Donc en fait, une sorte de un mini PC. Et dessus, on avait installé Node et du coup la librairie NaN qui allait avec. Voilà. Et la librairie NaN, c'est un package Node qu'on installe comme... La librairie NaN, du coup là c'est pour faire du C. Donc en fait, c'est une librairie pour du C. Je ne sais plus exactement comment on l'installe. J'ai mis les références à la fin de la présentation de tout ce qu'on avait utilisé, enfin d'une partie de ce qu'on avait utilisé. Et donc du coup, par rapport à Node, en fait, il faut que tu aies NodeGIP qui permet de compiler du C avec Node. Et du coup, après, il faut que tu importes ta librairie en C, donc en fait NaN, qui te permet d'avoir juste l'abstraction de l'API. Et tu développes après à partir de cette abstraction. Donc là, c'est au niveau du C. Et derrière, après, en fait, le code en JS, ça reste du code en JS normal. Et du coup, est-ce que c'est possible d'utiliser cette API-là avec un Raspberry Pi par exemple, Oui. un Arduino connecté dessus, pour pouvoir contrôler l'Arduino? Là non. Parce qu'en fait du coup là c'est pour contrôler le script JS qui va tourner en fait quand tu vas lancer des commandes avec ton module qui est un add-on en fait, un add-on Node, il exécute du code en C qui est sur ta machine. Donc en fait qui est sur le PC. Ok, donc si on plug sur notre Raspberry Pi des composants, Ouais. des sensors, des moteurs, là on pourra les contrôler. C'est ça. Et qui sont sur le même Directement. sur la même carte. Voilà, c'est ça. Après du coup c'est vraiment là l'idée même en plus du coup pour l'industrialisation, c'est de limiter les connexions et limiter les cartes supplémentaires pour éviter qu'il y ait des problèmes de maintenance. Et donc on était vraiment, l'idée c'est de partir juste sur une seule carte vierge et de tout connecter dessus. Ouais. Ensuite, une question, c'est ce que j'ai compris que vous avez déjà les cartes, le système opératif, c'est vous que vous avez buildé le système opératif pour les cartes, si j'ai compris, c'est les ARN. Oui. Et vous avez buildé le système opératif ou votre système opératif que vous avez trouvé Non, là en fait c'est vraiment en fait on pouvait faire tourner Raspbian dessus. Voilà, c'est vraiment on était capable de le faire tourner dessus. Et vous dites que sort déjà de l'usine, déjà avec un système opératif installé. Oui, parce qu'en fait du coup on flashait directement sur le même principe des cartes en fait. Ça veut dire que vous passez les cartes ici installées avec déjà. C'est ça, il y avait déjà tout dessus en fait, voilà, c'est le même principe en fait, tout est déjà flashé dès l'usine. Ça c'est fait en usine, hein, sur les chaînes de prod électronique qui le font. Ah oui, c'est Ouais. les cartes qui préparent Ouais. déjà la carte. Ouais. Il faut donner votre. On donne l'image de l'OS et il le flash. Ouais. Et l'autre chose, vous parlez de PM2. Oui. PM2, vous avez pas jamais à vous des problèmes que vous redémarrez l'application, que pour un problème, on redémarre jusqu'à 30 Ça on l'avait pas justement. De toute façon en fait si jamais on était à ce niveau là c'est qu'on avait un bug en fait dans notre code. Donc là pour le coup non mais c'est ça, mais du coup sur les équipements prod ça à la fin on n'y arrivait pas en fait. On avait des cycles normaux quoi, l'objet se reconnecter, redémarrer. Et donc là on arrive, après il faut voir au bout d'un certain temps d'utilisation peut-être, on n'est pas resté assez longtemps pour le voir mais voilà. Du coup, ouais, alors, par rapport au problème de performance, en fait, ce qu'on avait fait, c'est que toute la partie affichage se faisait sur un seul CPU. Donc en fait, on avait 4 CPU, on avait 4 processeurs sur la carte,
un processeur entier était dédié au rafraîchissement des LED. De toute façon, il tournait à 100%, on ne pouvait pas faire mieux. Et du coup, par contre, après, on laissait, donc on avait vraiment la priorité sur un corps, et tout le reste, après, se faisait sur les 3 autres qui restaient. Donc ça, on peut aussi le déterminer. Il me semble même que d'ailleurs, sur PM2, on peut gérer, du coup, sur quel thread ça démarre. Voilà, donc en fait, ça, on l'avait intégré là-dedans. Et pour la mémoire de Node, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que normalement, il démarre et prend la mémoire qu'il faut. Je sais plus ce qu'on a fait, pour le coup, je me rappelle plus. Voilà. Peut-être, je sais pas, ça je sais plus du tout et je peux pas. Ouais. Merci. Avec plaisir. Est-ce que tu peux expliquer le lien entre Express, MongoDB et Mosca? Bah du coup en fait ouais, alors, Mosca permettait vraiment de gérer on va dire la connexion MQTT. Donc c'est un peu l'équivalent d'Express pour l'HTTP, là nous c'était pour du MQTT. Derrière en fait avec Node du coup on interfaçait ça directement avec Node, donc Mosca est un module qu'on peut intégrer dans Node. Donc on le require et après on peut travailler avec. Et donc là ça permettait donc au niveau du serveur, donc en fait on écoutait les topics en fait de chaque objet. Donc en fait on avait des wildcards, pour chaque objet on écoutait leur topic et on allait stocker du coup les données dans la base MongoDB. Donc ça c'était vraiment pour la remontée de données et même les actions en fait. Quand on avait une demande d'action, les actions en fait allaient être faites à travers l'API, à travers Express. Donc en fait l'utilisateur demande une action qui est du coup stockée toujours dans MongoDB pour avoir une trace de ce qui est fait et qui après en fait redescend dans Mosca. Donc en fait l'interface passe toujours, voilà, c'est toujours à travers MongoDB qu'on vient stocker les données, après on fait redescendre dans Mosca et voilà. Et dans l'autre sens, c'est l'objet qui envoie les données à travers MQTT, ça arrive au niveau de Mosca, on le stocke dans la base de données MongoDB et à travers l'API après on peut requêter ces données-là. C'est MongoDB qui émet un event qui dit hey, j'ai changé. C'est non après là pour le coup on était resté sur quelque chose de simple, c'était du poll, donc en fait il fallait requêter pour un objet, on pouvait demander ses informations, c'était paginé, enfin voilà, comme une API standard on va dire, mais il n'y avait pas d'événement. Au niveau de l'API sortante, au niveau d'Express, il n'y avait pas d'événement. Par contre au niveau du mécanisme PubSub, en fait MongoDB a un système voilà, qui permet de répondre à des événements, et donc là c'était Mosca utilisait le PubSub de MongoDB pour faire justement cette partie événementielle. Donc quand un objet publiait des données sur un topic, c'était envoyé à travers, donc ça c'est transparent, c'est Mosca qui le gère, mais du coup c'est envoyé à MongoDB, c'est stocké dans MongoDB sous un topic, et lui après il recrée un événement en disant bah voilà j'ai de la donnée disponible sur ce topic, et c'est redistribué après derrière, donc au serveur sur Node et à travers Mosca aux objets qui écoutent. Voilà. Est-ce qu'il y avait un lien entre plusieurs autres objets? Il pouvait y avoir un lien. En fait c'est quelque chose qui est prévu. Mais derrière, là, on ne l'avait pas implémenté parce que c'est... En fait, le fait d'utiliser MQTT, ça nous permettait de mettre une passerelle en local, par exemple, chez le client, pour que les communications puissent être gérées en fait, juste en local et que les objets puissent communiquer entre eux. Donc ça permet d'avoir soit de la redondance, soit de faire du traitement local. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une possibilité à travers le protocole, mais nous, derrière, donc on s'était dit, on pouvait l'utiliser, mais on n'avait pas de cas d'utilisation. L'objectif, c'était éventuellement, par exemple, pour sorties de secours. Indiquer les sorties de secours. On n'a plus d'accès Wi-Fi, on a un objet qui a récupéré une info, on peut la partager. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je vous propose de passer à la pizza, comme ça on continue à échanger. Ça vous va? Ok, on va allons-y alors. On va communiquer dessus, comme ça.